Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des coops de l'information produit en partenariat avec TELUS. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin et je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? Mon nom est Michael Lambert, je suis un résident de Tête-à-la-Baleine et en fait je fais beaucoup de bénévolat, d'implications sociales différentes là, pour redonner un peu à ma communauté d'accueil là, depuis presque 4 ans. Bonjour, mon nom c'est Yvonne Fuentes, j'habite aussi à Tête-à-la-Baleine. Je suis arrivée au Québec en 2017, mais à Tête-à-la-Baleine en 2020. Michael Lambert et Yvonne Fuentes. J'ai voulu les laisser se présenter avant de vous raconter une petite partie de leur histoire. Ce sont deux amoureux, elle d'origine mexicaine, arrivée au Québec en 2017, comme elle vous l'a dit, et lui, un gars de l'Estrie, dans le sud du Québec, originaire d'Harford plus précisément. Or, en 2020, alors qu'ils brassaient un peu les cartes de leur plan de carrière, une opportunité s'est présentée au couple, celle d'aller travailler à Tête-à-la-Baleine sur la basse Côte-Nord. Tête-à-la-Baleine, vous voyez c'est où? Prenez une carte du Québec et repérez Natashquan, presque au bout de la route 138. Repérez aussi Blanc-Sablon, le dernier village collé sur la frontière du Labrador. Eh bien, Tête-à-la-Baleine, c'est juste entre les deux. Tête-à-la-Baleine, c'est environ à 1300 km de Montréal. Par la route, c'est environ 18 heures de route, donc de Montréal à Kegaska. Et ensuite, il n'y a plus de route pour se rendre jusqu'à Tête-à-la-Baleine, donc il faut prendre un traversier, d'une certaine façon, un bateau cargo. Et c'est un autre 18 heures en navire pour se rendre jusqu'au village. Donc c'est sûr, en hiver, c'est très impressionnant. On arrive à travers les glaces. Il y a un brise-glace qui a dû passer avant pour frayer un chemin. Donc, on n'a aucune idée dans quoi qu'on débarque. Et la première impression, c'est toujours particulier parce que le port est situé en 10-12 km du village. Donc, on arrive au milieu de nulle part dans une nature qui est quand même, c'est ce qu'on voit dans les documentaires. C'est pas quelque chose qui ressemble à rien au sud du Québec. C'est de la toundra, c'est de la taïga un peu partout. Et donc, voilà, quand on arrive au village, c'est un village de 100 personnes, mais il y a quand même tous les services de base. Donc, on n'a pas l'impression d'être... Moi, j'ai pas l'impression d'être super isolé. Peut-être que d'autres, oui. Mais donc, c'est ça. C'est un village qui est relativement peu étendu et qui a peut-être une cinquantaine de maisons. Une cinquantaine de maisons, une population de 129 habitants selon le dernier recensement, eh bien c'est là que Michael et Yvonne sont débarqués en plein hiver 2020 alors que la pandémie commençait pour prendre racine en tissant des liens avec leur communauté d'accueil, mais aussi, comme ils vont nous le raconter, avec le reste du Québec, la parenté, les amis, la famille d'Yvonne au Mexique. Pendant la pandémie, tout le monde a découvert le télétravail en même temps et des collaborations à distance. Disons que dans une localité comme Tête-à-la-Baleine, la connectivité, c'est ça qui fait la différence entre une communauté éloignée et une communauté isolée. Ben, nous, on a vu vraiment deux mondes. On est arrivé, il n'y avait pas de réseau cellulaire, les gens avaient encore des lignes fixes, mais nous, on arrive en location. Donc, on va-tu vraiment se prendre une ligne fixe pour quelques mois? Bof! Donc, la première année, moi, on l'a trouvé très difficile. Je pense qu'on avait beaucoup de difficultés à se parler avec nos familles. Tout ça, on se sentait loin. Puis, depuis qu'on a le réseau cellulaire, c'est sûr, on se parle maintenant comme si on était dans la même ville. Il n'y a pas de délai quand on parle au téléphone avec notre famille, tout ça. Donc, on n'a plus ce sentiment d'éloignement-là. De toute façon, dans mon cas, j'étais pas nécessairement voisin de mes parents, de mes grands-parents ou de la famille. Donc, on se parlait au téléphone. Donc, j'ai un peu la même impression que de vivre ailleurs au Québec. Là, c'est plus un frein, tout ça. Donc, Internet cellulaire, c'est un gros plus, c'est sûr. Le maintien de liens de communication de qualité avec le Québec et le reste du monde, c'est évidemment important partout sur le territoire québécois. Mais c'est peut-être encore plus crucial pour une petite communauté comme celle de Tête-à-la-Baleine. Car comme l'ont découvert Michael et Yvonne en s'y installant, et c'est le cas dans bien des coins du Québec, la population est vieillissante.
Si on veut maintenir des services, voire même garder carrément la communauté en vie, il faut attirer des gens de l'extérieur, mettre en branle des projets et les faire connaître. Autrement dit, le dynamisme de la population passe par la mobilisation et la communication. Oui, ben c'est une population, oui, d'abord, c'est vrai, c'est une population qui est très vieillissante. Pour donner une idée, là, une personne qui a 45, 50 ans, c'est un jeune. C'est un jeune, il est dynamique, il est capable d'encore faire des choses. Donc, la majorité de la population est à la retraite, n'est plus active sur le marché du travail. Puis, ce qui est triste un peu, c'est que c'est une population qui est en décroissance depuis plusieurs décennies. Dans le fond, depuis le moratoire sur la morue, là, la population n'a jamais cessé de diminuer. Il y a évidemment eu un boom démographique là, comme partout au Québec, mais depuis, ça a diminué. Il y a une population, je ne veux pas trop m'aventurer sur les chiffres, mais je pense que ça a été jusqu'à 600, 700 personnes. Et donc maintenant, on est autour de la centaine. Donc tout ça fait en sorte que les gens sont un peu, craignent évidemment beaucoup sur l'avenir de leur village. Il n'y a pas de solution facile à portée de main, rien d'évident là, pour renverser tout ça. Donc, il y a un peu de défaitisme, mais il y a aussi beaucoup de gens très, très dynamiques. Il y a beaucoup d'implications sociales. C'est pas rare de voir des gens qui font partie de 3 ou 4 conseils d'administration, d'organismes, pour essayer donc de maintenir des projets en vie, de maintenir des services. Là. Bon, on a le décor, l'ambiance et les personnages, et ce que Michael va nous raconter, c'est justement une histoire de mobilisation pour maintenir des services dans sa communauté. Car peu de temps après leur arrivée, Yvonne et lui ont appris que l'école du village était menacée de fermeture, faute d'un nombre d'élèves suffisant pour la garder en opération. Et ça, c'est un immense souci, comme vous pouvez vous en douter. On le sait, une école, l'éducation, c'est un investissement pour le futur. Fermer une école, c'est un peu dire qu'on n'a plus d'avenir. Il fallait trouver une solution, et comme on ne fait pas des enfants par magie, eh bien cette solution, c'était de trouver des nouveaux arrivants prêts à venir s'installer dans le village. Ça commence même avant notre arrivée, d'une certaine façon. On l'a dit, il y a un déclin de population, il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est une population vieillissante. Bon, il y a eu une rencontre avec la commission scolaire, avec l'école, qui disait, bon, ça prend une solution pour votre école, il n'y a plus assez de jeunes. On va mettre un plan d'action, quelque chose. Entre les lignes, on se prépare à fermer ou il va y avoir une diminution de service. Quelque chose de pas le fun qui s'en vient. Bon, ça n'a jamais été écrit noir sur blanc, mais il y avait le chiffre qui a été avancé. Ça prend 5 élèves. Il y en avait 3. Puis nous, à ce moment-là, on observait ça d'un peu de loin. C'est triste, c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Et donc, ça avait été évoqué, l'immigration, comme piste de solution par des gens de la communauté, tout ça. Mais c'était resté vraiment comme ça. Nous, on s'est pas mis en action sur le coup. Il n'y avait rien de plus concret que ça. Or, en février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie allait secouer le monde entier, et c'est en regardant les nouvelles télévisées qu'une idée a commencé à germer dans l'esprit d'Yvonne et Michael. Quand la guerre en Ukraine a commencé, Yvonne voyait les images à la télévision. Puis, ça l'avait beaucoup interpellé. Puis elle dit, il faudrait que les gens viennent ici. Ça serait, on a une terre d'accueil, les gens sont accueillants. Elle me disait, comme immigrante, j'aurais aimé arriver ici directement parce que j'ai des opportunités. Ouais. C'est plus facile, c'est moins cher. Vraiment, c'est plus facile de commencer l'intégration, de connaître, par exemple, les noms de famille de la personne, ou les noms de la route, ou avec les transports et tout ça. C'est vraiment compliqué. Ici, c'est très, très simple. C'est simple. On peut le comprendre, c'est intéressant ce que nous dit Yvonne, à savoir qu'il est peut-être plus facile et plus simple pour un immigrant de s'intégrer dans une petite communauté, un milieu de vie comme un village où on peut créer des repères et des contacts plus aisément. C'est sans doute vrai, mais faire venir des familles ukrainiennes qui fuient la guerre à tête à la baleine, ça, disons que c'est pour le moins une mission qui est loin d'être évidente. Eh bien, c'est cette quête-là qui allait commencer, dans laquelle les deux amoureux allaient s'impliquer activement. Tranquillement, on a mis les choses en place. On a mis les chiffres en place. On a compilé des informations pour mettre ça quand même attrayant, intéressant pour interpeller ces personnes-là. Il y avait des groupes sur les réseaux sociaux d'Ukrainiens qui cherchaient des endroits où aller. C'était en mai 2022. Donc, la guerre avait quand même quelques mois, mais ça commençait à s'organiser. Canada avait créé des programmes, tout ça.
Puis rapidement, on était en communication avec des familles. Là, fin mai, on avait 2 familles avec qui on communiquait. Concrètement, ben, fallait ramasser de l'argent. On a quand même essayé de trouver de l'argent public. Il n'y en avait pas. Puis tu sais, c'est particulier parce que il n'y a pas beaucoup d'extrême pauvreté, il n'y a pas beaucoup d'extrêmes besoins sociaux chez nous. Fait qu'il n'y a pas nécessairement d'organismes d'aide qui existent, qui sont maintenus tout le temps. Donc, c'est vraiment un one-shot deal. Donc, on avait besoin d'aide pour ces gens-là, puis ces gens-là allaient s'intégrer. Donc, on a mis en place une campagne de sociofinancement. Je m'attendais que ça se passe bien, qu'on réussisse à atteindre les objectifs, mais c'était phénoménal. Là. Je pense qu'en je sais plus, peut-être 2 semaines qu'on avait ramassé 10 000 $. Un village de 100 personnes. Ce qu'on voit dans toute cette histoire quand même assez étonnante, c'est que c'est une petite communauté qui déploie tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution à son problème. On pense au plan d'action, aux communications, au réseautage avec les médias sociaux et même au financement. C'est un peu comme si des citoyens inventaient un programme d'accueil et d'immigration sur mesure qui correspond à leurs besoins. En même temps, je trouvais ça un peu... J'avais tout le temps en arrière de la tête, bon, pourquoi ça relève juste sur les épaules de la communauté? Il me semble qu'on fait quelque chose de bien qui s'inscrit dans ce qui devrait être là, au Québec, là, des objectifs d'emmener les immigrants en région. Mais tu sais, pendant un bon moment, on était les gens ici mobilisés, tout ça, mais pour le reste, ça se passait pas trop. Il y avait quand même des bonnes communications avec le ministère de l'Immigration, on était là pour répondre à nos questions, tout ça, mais tu sais, on était vraiment hors du cadre. Là. On sentait que ça n'avait pas été prévu ben dans le bureau, là, qu'il y ait des immigrants qui s'en aiment à la tête à la baleine. Bon, quoi qu'il en soit, chose certaine, une fois le plan de match établi et la communauté bien mobilisée, le projet s'est mis en branle. On a entamé des conversations grâce aux médias sociaux et le projet d'accueil a pu aller concrètement de l'avant. Il ne restait plus qu'à convaincre les familles ukrainiennes qui étaient tentées par l'aventure de venir s'installer à tête à la baleine. Ça paraît compliqué, mais ça n'était pas tant que ça. Avec l'expérience d'Yvonne comme immigrante, elle savait déjà ce qui étaient les points forts de vivre ici. Donc ça, c'était facile à identifier. On avait quand même une connaissance générale de la culture ukrainienne. On a mis des belles photos. Puis, tu sais, rapidement, il y avait un groupe Facebook de Canadiens qui hébergeaient des Ukrainiens, puis des Ukrainiens qui cherchaient de l'hébergement au Canada. On a partagé ça. Mais c'est ça, rapidement, on est en communication avec 2 familles. Puis on est resté en communication, dans le fond, étroite là, jusqu'à leur arrivée. C'est toujours un peu compliqué, par contre, de le dire qu'est-ce qu'on dit. Pas qu'on veut nécessairement cacher des choses, mais tu sais, il y a tellement de différences de culture puis de réalité entre les 2 pays. On veut pas les stresser davantage, mais on veut quand même qu'ils soient au courant dans quoi qu'ils débarquent. Notre rôle a vraiment joué à partir du moment où ils ont obtenu leur visa. Donc, on les a aidés à préparer leur dossier pour avoir des billets d'avion avec l'organisme qui s'appelait For Ukraine. Donc ça s'est passé drôle. Ben, en tout cas, moi, je les adore, puis je leur dis à chaque fois. Mais la première candidature de la première famille, ça avait été refusé. Puis là, moi, j'avais écrit à la directrice, je pense, là, du programme de l'organisme, qui est en partenariat avec Transat, donc il y avait quand même un bon pied québécois là-dessus. Puis en disant, on a un comité, on a des élus, il y a l'ensemble du village qui est mobilisé, on est en communication avec le ministère de l'Immigration. Je veux dire, je vois mal comment une autre communauté pour être plus mobilisé, puis avoir quand même un bon filet là, qui va les accueillir, qui va les aider, qui va les soutenir. Ils n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe. C'est important de bien comprendre cette idée de filet social. La communauté a déployé des moyens pour assurer l'accueil des nouveaux arrivants. Le filet, comme dit Michael. Or, ces ressources, les citoyens de tête à la baleine ne faisaient pas que les offrir par générosité à des gens dans le besoin. Ils les mettaient aussi en place pour combler des besoins de la communauté. Je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'était pour les gens qui ont contribué au projet, c'était pas vu comme de l'aide humanitaire ou de la charité chrétienne, c'était vraiment un échange. On avait besoin de jeunes, de familles, puis eux avaient besoin d'un endroit où rester au Canada. Donc, les gens ne se sentaient pas vraiment, ben non, on donne parce qu'il faut aider ces pauvres gens. C'était non. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, c'est parfait, ça marche comme qu'on veut. Puis je pense que les familles aussi l'ont senti. Ils sentaient qu'ils pouvaient redonner rapidement, qu'ils n'étaient pas juste comme en attente de recevoir, ils pouvaient recontribuer, puis la communauté était ouverte à ça. Donc je pense que ça a affecté beaucoup l'accueil. OK, mais là, juste pour que je comprenne bien, vous avez tenté cette expérience d'accueil en tout avec 3 familles et ça a bien fonctionné avec l'une d'entre elles qui a réussi à s'acclimater, à s'enraciner dans votre communauté?
Oui, absolument. Ben, puis nous, sans avoir réfléchi nécessairement, on avait en tête, bon, 2 familles, ça serait chouette. Peut-être que les jeunes vont pouvoir s'intégrer entre eux parce qu'ils sont moins isolés, peut-être en partant, tout ça. Donc, on a reçu, c'est ça, une première famille fin septembre 2022. Puis, ça a vraiment cliqué tout de suite. Là. On a commencé cours de français, se sont intégrés tout de suite. Il y avait un premier événement, justement, qu'Yvonne avait organisé pour l'Halloween, mais eux ont voulu cuisiner pour comme tout le village. Il y avait des plats ukrainiens, mais sur des tables, tu sais, de leur poche. Il n'y avait pas d'argent, il arrivait, il n'y avait pas d'aide, mais ils ont voulu cuisiner tout de suite pour remercier. Différentes façons, vous voyez, qui étaient très, très reconnaissants. Puis, on était quand même en communication avec une deuxième famille qui est arrivée en février. Puis là, ça a été quand même plus difficile. On voyait que c'était des gens qui avaient quand même un niveau de vie élevé en Ukraine, mais ils voyaient, ils retrouveraient jamais leur niveau de vie, dans le fond, ici ou ailleurs. Puis ça a été un gros choc pour eux, qu'ils ne pouvaient pas nécessairement comprendre tant qu'ils étaient en Europe. Là, on avait quand même la possibilité, il y avait quand même des dons, surtout matériels, pas nécessairement de l'argent, mais il y avait des dons de ramasser, et il y avait une maison disponible. Donc, à leur départ, quand ils ont annoncé leur départ en mai, on s'est dit, bon, on relance, on repartage l'information sur le village, puis on essaie de retrouver une troisième famille. Puis ça a été un peu la même situation, là. L'homme, il adorait ici, c'était super intégré, il parlait avec tout le monde, puis la femme, ça avait vraiment pas fait, elle se sentait très isolée, puis elle l'a convaincu, dans le fond, là, de partir après quelques mois. Donc, on a encore notre première famille. Puis, il faut dire aussi, nous, on était vraiment en mode apprentissage aussi. Puis, avec la première famille, on est vraiment devenus amis. On avait tout de suite un vrai lien. On se voit souvent, on a souper, prendre un café. On passe voir un et l'autre. Les deuxième et troisième familles, c'est dur de recréer ce lien-là. Je pense que c'est des profils de personnalité aussi. Puis, de façon générale, c'est pas pour tout le monde. C'est une situation, une région isolée, une situation particulière. Même au niveau des Québécois d'origine qu'on voit qui viennent pour des contrats, tout ça, c'est à peu près le même ratio de gens qui restent, de gens qui partent là, qu'on a vu que les Ukrainiens. Vous vous demandez sans doute si avec l'arrivée de cette famille, la communauté de Tête à la Baleine a pu sauver son école. Eh bien oui, il y a désormais 5 enfants qui la fréquentent et pour l'heure, la menace de fermeture semble écartée. Bonne nouvelle donc. Il reste qu'on peut aussi se demander si cette histoire ne pourrait pas inspirer d'autres communautés ailleurs au Québec qui font face à des défis similaires. Ben, moi je pense que c'est important quand même qu'il y ait de l'intérêt pour ces régions extrêmement isolées parce qu'on est quand même d'une certaine façon des laboratoires des politiques provinciales, fédérales. Mais je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à ce qui se passe, s'intéresser à comment les choses auraient pu se dérouler ailleurs, comment ça va se dérouler ici. Puis je pense que c'est ça. C'est important d'avoir des considérations pour les gens qui habitent dans ces régions oubliées, faut le dire, depuis toujours, puis qui se sont adaptés à ce territoire-là. Peut-être innocemment, mais j'espère que l'expérience, si on veut, d'accueil d'immigrants ici aura quand même de l'écho à Québec, à Ottawa. Pas nécessairement pour que tous les immigrants viennent en Basse-Côte-Nord, mais tu sais, d'être ouvert à avoir une certaine flexibilité, d'aider les communautés à se prendre en main momentanément pour répondre à un besoin, puis donner justement une chance à ces familles immigrantes-là de vivre un accueil qui est sans pareil, qui est incomparable. Donc j'espère que ça va au moins servir à ça pour le futur. Certainement, si on veut bien comprendre ce qui se passe dans ces communautés, il faut tisser des liens et prendre contact avec les gens qui y habitent. Il y a là en tout cas une histoire à suivre et peut-être qu'elle vous a donné envie de découvrir la Basse-Côte-Nord. Si oui, eh bien, commencez à faire vos valises et à préparer votre périple, car écoutez bien ce que Michael a à vous dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution que de venir. Puis pas de venir 2 heures, une semaine, 2 semaines. Vraiment, c'est la façon de comprendre parce que le rythme est différent. Il n'est pas nécessairement plus lent ou plus rapide, mais il est différent. Lorsqu'on est sur le territoire, on comprend certaines choses. Lorsqu'on a fait le trajet pour se rendre ici, on comprend d'autres choses. Pour voir ça, c'est pas juste c'est l'équivalent d'un autre pays. C'est pas juste une région du Québec éloignée. C'est un autre pays. Géographiquement, on est pas mal plus loin que, tu sais, d'ici, on est plus proche du Groenland que de New York. Donc, il faut venir. Comme bien souvent, c'est comme ça que nous allons terminer cet épisode, avec une invitation à voyager. Mais juste avant de vous quitter, je voudrais laisser le dernier mot à Yvonne, qui est désormais bien loin du Mexique, mais qui, malgré la distance, demeure en contact avec sa famille et ses amis. À écouter-la bien, peut-être qu'elle ouvre la porte pour une autre histoire à raconter un jour.
Ben, oui, mais je m'ennuie beaucoup de mes deux filles. Mes deux filles maintenant sont à l'université. So, je suis comme, OK, ils sont à l'université, mais après, c'est comme, oh, viens déménager ici. Non? Parce que la famille mexicaine, c'est tout le monde ensemble. Et voilà, qui sait, peut-être que dans quelques années, il faudra aussi raconter l'histoire d'une famille d'origine mexicaine qui s'est réunie à Tête à la Baleine. Alors on verra bien si le souhait d'Yvonne va se réaliser. En attendant, je vous dis à la prochaine et on se retrouve bientôt. Comment ça va chez vous? C'est un balado produit par les Coops de l'information. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec TELUS. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettes des 6 médias des Coops de l'information. Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien, à bientôt.